Yair Lapid a fait ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire se mettre au service de l'État d'Israël avant tout, et d'offrir une alternative au gouvernement. Soit une entrée temporaire au gouvernement pour lui apporter l'appui ou l'appui nécessaire et voter cet accord éventuel qui est en train de se dessiner, soit au moins lui offrir un filet de sécurité au Parlement. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Henri Bétan. Henri, bonjour. Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le porte-parole porte-parole francophone du parti Yesh Atid, le parti de Yair Lapid. Et bien entendu, nous avons sollicité, à la suite de cette information que nous mentionnions à l'instant dans le journal d'information, sur le fait que Yair Lapid a fait une déclaration qui peut paraître assez inattendue. Il a dit qu'il était prêt à entrer dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou pour permettre de valider l'accord qui permettrait la libération des otages. Alors, il faut préciser que c'est une seconde déclaration, alors qu'avant-hier, si je ne m'abuse, déjà Lapid avait promis une sorte de filet de sauvetage, même sur le plan parlementaire, à une coalition pour, on va dire, compenser un éventuel départ des partis de l'aile droite du gouvernement israélien. Alors, c'est un peu étonnant parce que on sait très bien qu'on a du mal à imaginer Binyamin Netanyahou et Yair Lapid siégeant dans le même gouvernement. Expliquez-nous. Alors écoutez, vous avez raison, mais ça s'inscrit dans le contexte général. Actuellement, nous sommes, comme vous pouvez vous en apercevoir, dans un faux plat de cette opération, de cette guerre Gaza. Ce faux plat, c'est-à-dire que nous sommes à la croisée des chemins entre décider peut-être d'arrêter les combats et passer à une autre phase ou les continuer avec intensité. Et au milieu de tout ça, le problème des otages qui devient le problème central de cette affaire-là. Et comme vous le savez, la priorité est donnée aux otages, en tout cas pour Yesh Atid. Dans ce cadre-là, puisque l'appareil gouvernemental semble tanguer et que même du cabinet du Premier ministre, on n'arrive pas à savoir quelle est la ligne directrice concernant cette affaire, eh bien, Yair Lapid a fait ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire se mettre au service de l'État d'Israël avant tout, et d'offrir une alternative au gouvernement. Soit une entrée temporaire au gouvernement pour lui apporter l'appui ou l'appui nécessaire et voter cet accord éventuel qui est en train de se dessiner, soit au moins lui offrir un filet de sécurité au Parlement, ne voter aucune motion de censure, ne voter aucune motion négative concernant cet accord s'il venait à advenir, et ainsi pouvoir achever ce que l'immense majorité des Israéliens attendent, c'est-à-dire la libération des otages le plus tôt possible. Alors, on se pose la question, c'est une démarche qui, et il l'a dit d'ailleurs, Yair Lapid, il a dit, ce n'est pas pour cautionner le gouvernement Netanyahou, mais c'est pour libérer les otages. C'est bien ça l'objectif. Mais absolument, parce que c'est circonstancié encore une fois. Hein. Vous avez remarqué que Yair Lapid ne pose aucun préalable à tout ça, et même il ne pose pas de préalable à l'entrée à son association au cabinet de sécurité, celui qui, en définitive, décide des opérations à mener. Il voit bien que sur ce chapitre-là, un accord à propos de la libération des otages, la majorité risque d'exploser, et dans ce cas-là, c'est l'intérêt supérieur d'Israël qui est mis en cause. Parce que derrière les otages, encore une fois, il se peut que se redessine un redéploiement stratégique de l'ensemble de cette affaire. La clé des otages, en fait, conditionnerait la suite des opérations, non seulement à Gaza, mais dans tout le reste du Proche-Orient. Et il n'est pas question qu'Israël arrive les mains nues à cet accord. Il n'est pas question qu'une majorité claire ne puisse pas soutenir l'effort soit de guerre, soit l'effort de redéploiement de cette stratégie. En définitive, c'est de cela qu'il s'agit. Hein. Alors, pardon, oui. Henri, est-ce que finalement, vous n'avez pas l'impression que Yair Lapid prend le train de l'Union nationale avec quelques mois de retard, on va dire, et peut-être
en réaction à des sondages qui ne sont pas particulièrement favorables au parti Yesh Atid, alors que parallèlement, le parti de Benny Gantz caracole largement en tête dans les intentions de sondage, dans les sondages et dans les intentions de vote en cas d'élection? Alors, écoutez, ça, évidemment, on peut spéculer à l'infini sur la position de Yesh Atid et Yair Lapid. En tout état de cause, vous avez la réponse dans les limites qu'il a mis à son offre. Celle-ci ne tiendrait éventuellement qu'en cas de besoin, et une fois le besoin terminé, eh bien la participation se terminera. C'est très clair. Bien entendu, on pose ces limites-là avant, mais tout ça est dynamique et en cours de route, qui sait, peut-être que les événements pourraient changer cette donne-là et amener à d'autres développements en ce qui concerne la participation ou le soutien de Yesh Atid. Mais pour l'instant, vous avez le cadre, il est très précis, participation circonstanciée à la majorité jusqu'à l'adoption d'une stratégie concernant et les otages et les opérations militaires, ou bien en alternance, soutien parlementaire afin que le gouvernement, même s'il est minoritaire, ne soit pas mis en échec à la Knesset. Vous ne pensez pas rétroactivement que c'était une erreur finalement de la part de Yair Lapid de ne pas rejoindre le gouvernement au moment où Benny Gantz l'a rejoint, c'est-à-dire de poser cette condition d'exclure d'emblée du gouvernement Smotrich et Ben Gvir? Écoutez, le gouvernement tel qu'il est et tel que l'a voulu à la fois Benny Gantz et le Premier ministre, il excluait toute dynamique concernant l'entrée d'autres partis de la majorité, enfin de la majorité potentielle. En tout état de cause, il y avait un choix clair, soit être sur un strapontin et regarder les choses défiler à l'intérieur d'un gouvernement, c'est-à-dire que avoir une présence symbolique non significative, soit rester le chef de l'opposition et dans ce cas-là avoir un statut, d'ailleurs qui lui a permis de défendre le point de vue d'Israël sur la scène internationale, soit par ses contacts diplomatiques, parce que vous avez remarqué que M. Blinken, à chaque fois qu'il vient en Israël, il consulte Yair Lapid, et par ailleurs, Yair Lapid a figuré sur beaucoup de scènes médiatiques, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ça ne s'est pas beaucoup vu, parce qu'effectivement l'attention des Israéliens est absorbée par ce qui se passe à l'intérieur et non pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais ce rôle de chef de l'opposition responsable, il l'a exercé. Alors, est-ce que c'était un choix suffisant pour rendre encore une fois service à l'État d'Israël? Ça, chacun jugera. Mais de toute façon, les sondages ne font pas une politique et la politique non plus ne détermine pas les sondages. Alors, les sondages sont qui sont. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit à propos de Blinken. Effectivement, on le remarque, Yair Lapid s'entretient régulièrement avec Anthony Blinken quand il est en Israël. Est-ce que finalement, pas seulement, je suppose, et effectivement, parfois on a un peu l'impression que, on va dire, la position des Américains était extrêmement liée ou conditionnée par la position du parti Yesh Atid, par la position d'Yair Lapid. On a presque l'impression que la feuille de route des Américains, elle est presque dicté ou en tout cas suggéré par Yair Lapid? Bon, on peut pas dire cela. Vous savez, les Américains sont de grands garçons, c'est une très grande puissance, elle prend ses responsabilités, elle a ses desseins, elle a sa stratégie pour le Proche-Orient qui n'est pas totalement identique à celle d'Israël. Et donc, il s'agit de maintenir les contacts tous azimuts, côté gouvernement, mais côté opposition aussi, statutairement. Le chef de l'opposition a vocation à contacter tous les responsables qui s'intéressent au problème israélien. C'est ce qui se déroule. Maintenant, sous-jacente à votre question, se pose la question des attitudes des uns et des autres. On voit très bien que dans cette affaire-là, il n'y a pas une offre déterminée. D'ailleurs, même le Premier ministre n'a pas été clair quand il a reçu les familles des otages avant-hier pour leur expliquer de quoi il en retourne. On comprend bien qu'il ne puisse pas mettre carte sur table comme cela, parce que les négociations sont secrètes la plupart, mais néanmoins, il a été incapable de leur donner une attitude ferme. Et d'ailleurs,
la majorité de ces familles sont sorties un peu inquiètes de cela, parce que elles voient bien que sur l'échiquier international, les choses ne sont pas fixées et que au-delà des négociations, les déclarations des uns et des autres, les intermédiaires, le Qatar, les États-Unis, les fuites dans la presse américaine témoignent du fait que les plaques tectoniques bougent encore concernant cet accord et que les choses ne sont pas dites ou ne sont pas fixées. Et chacun joue médiatiquement pour pousser l'autre à avancer ses pions ou alors à changer d'attitude. Et dans ce cas-là, quand les plaques tectoniques bougent, il faut des fondations solides. C'est ce que Yair Lapid et Yesh Atid veulent offrir à Israël, pas à la majorité, pas au gouvernement, mais à Israël, c'est-à-dire assurer que les fondations tiennent quand les plaques bougent. Tout cela, tout est là, et le dessein de Yair Lapid et de Yesh Atid, c'est de permettre cette consolidation. Alors on reproche, et même Yair Lapid le fait régulièrement, au Premier ministre de ne pas offrir de perspectives pour l'après-guerre dans la bande de Gaza. Quel est l'avis de Yair Lapid? Est-ce que, par exemple, il serait prêt à valider la position actuelle des Américains visant à dire de la position 2 États pour 2 peuples, et même, on parlait hier de projets de la part des Américains de reconnaître un État palestinien indépendant dans l'après-guerre, comme s'il... Est-ce que c'est un positionnement que Yair Lapid peut adopter ou peut accepter? Écoutez, là, on ne peut que préjuger qu'à partir des positions traditionnelles de Yesh Atid et de Yair Lapid à ce propos, pour l'ensemble du problème. Et cela parce que Henri, on n'entend pas vraiment là-dessus s'exprimer là-dessus. Yair Lapid, il reproche à Netanyahou de ne pas prendre position, mais lui-même en tant que chef de l'opposition, il ne présente pas une sortie de crise. Certainement, le problème est ardu, il est très important et il ne s'agit pas de brouiller ou d'établir un brouillage dans la position d'Israël concernant ce problème, qui est très important, comme vous le soulignez. Mais on peut inférer des positions traditionnelles de Yesh Atid concernant la sécurité d'Israël. C'est un pilier central. À partir du moment où, effectivement, il y a une espèce d'aggiornamento de toute la classe politique israélienne concernant la sécurité telle qu'elle est perçue après le 7 octobre, après l'attaque du Nord, après l'attaque des Houthis et après les attaques qui nous viennent même d'Irak et d'Iran. Tout le monde est en train de réviser sa posture et sa position par rapport à ce problème. Mais le pilier sécuritaire est central et surtout ce que Yair Lapid ne cesse de répéter, le retour des habitants de Otef Israël ou Otef Hazar, comme vous voulez, est garanti avec des garanties de sécurité en béton. Cela suppose qu'on imagine de l'autre côté une autre manière de voir. Elle doit être déterminée, semble-t-il, avec un consensus le plus large national. Et là, c'est au gouvernement à faire des propositions dans ce sens. S'il y a une politique globale nouvelle à établir concernant l'administration de Gaza et aussi de la Judée et de la Samarie, c'est à lui de prendre la parole et de dire. Et dans ce cas-là, on se déterminera par rapport à ce qui est proposé. Une dernière question. Le voit Binyamin Netanyahou ces derniers jours, enfin hier en particulier, a fait passer un message très clair. Oui à des négociations avec les otages, mais pas de libération à tout prix. Quelle est la position d'Yesh Atid par rapport à ce débat? Est-ce qu'on peut aller exiger une libération des otages à tout prix, y compris au prix d'un danger, de mettre en danger la sécurité de l'État d'Israël? Sûrement pas. Même si la préoccupation des otages arrive en premier lieu avant peut-être la continuation des opérations militaires telles qu'on les voit à présent, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument souscrire à tout et au tout venant pour pouvoir libérer les otages. Parce que nous avons le précédent extrêmement fâcheux de la libération précédente massive des prisonniers, et vous savez ce qu'elle a coûté à Israël, à peu près 1600 morts. Donc il ne s'agit pas de répéter la même erreur. Et la préoccupation majeure de la libération des otages
n'autorise pas toutes les audaces ou tous les partis pris sur l'avenir. C'est certain. C'est cruel à dire. Seuls des porte-paroles ou des politiques de troisième rang peuvent le dire, ça. Mais je pense que le public israélien l'a compris. On ne peut pas négocier à n'importe quel prix et dire on verra après. On a vu après, on a retenu la leçon, elle a été cuisante et il ne s'agit pas de la répéter. Eh bien, Henri Bétan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, de nous avoir donné un aperçu de la position actuelle du parti Yesh Atid, le parti du chef de l'opposition Yair Lapid. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée tranquille. Merci, au revoir.